Moi, je voulais juste vous présenter les animateurs de la soirée. C'est Erwan Desplanques et Constance Debuor, qui sont des gens qui sont très proches de la revue. Erwan était au début de la revue et Constance a rejoint l'équipe dès le 10e numéro. Et voilà, je trouvais que c'était important de aussi les associer à l'exposition qui s'est tenue pendant 2 mois à la bibliothèque de Limoges. Voilà, donc je leur laisse la parole. Bonne soirée, à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Effectivement, Constance et moi, on participe à la revue depuis longtemps, et depuis 10 ans maintenant. Et à côté, nous sommes journalistes, elle à l'hebdomadaire La Vie et moi à Télérama. Et on est ravis de recevoir aujourd'hui, ce soir, 2 écrivains qui comptent beaucoup pour nous et pour la littérature française, et pour la revue et pour la littérature, des écrivains exceptionnels. Laurent Mauvigné, premier roman, Loin d'eux, en 99, suivi d'un deuxième, Apprendre à finir, très gros succès, critique, public. Vous avez écrit depuis d'autres livres, Dans la foule, puis Des hommes, et puis récemment, au printemps, Ce que j'appelle l'oubli, un livre très beau qui tient en une seule phrase de 60 pages, mais très lisible et très puissante, qui, à travers un récent fait divers, un SDF qui est tabassé à mort dans un supermarché pour un vol de bière, à travers donc le destin et la vie et cette lutte, c'est une seule phrase qui englobe toute la détresse humaine, et puis une phrase suffocante, donc je vous invite à le lire, à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Véronique Ovaldé, premier roman en 2000, soit juste un an, je crois, après Laurent Mauvigné. Voilà, c'est générationnel. Le sommeil des poissons, puis Déloger l'animal. Je vais citer encore Et mon cœur transparent, prix France Culture Télérama. Ce que je sais de Vera Candida, qui a été un très grand succès, prix Renaudot des lycéens, prix France Télévisions, grand prix des lectrices de Elle, je crois aussi. Et puis enfin, Des vies d'oiseaux, qui est sorti en septembre, qui est un très beau livre. Alors, ce qui vous réunit 2 choses. Donc, vous avez tous les 2 collaboré à la revue Décapage. Il y a eu un numéro avec une panoplie littéraire donc, sur Laurent Mauvigné, qui revient sur toute son œuvre, sur chacun de ses textes. C'est très, très fort. Et puis, Véronique Ovaldé, vous avez participé aussi à la revue avec 1 ou 2 textes, je crois 2 textes. Dont le dernier c'était sur le plagiat. Et puis, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous incarnez à nos yeux une sorte d'antidote un peu au discours du déclin sur les littératures françaises. On entend parfois que les auteurs, depuis Duras, depuis Pérec, rien ne se fait. Et pour nous, vous êtes vraiment l'emblème de la littérature en marche, de la littérature vivante et singulière, originale. Donc voilà, ma question est toute bête. Je crois avoir compris que vous vous connaissiez. Je voulais savoir comment, depuis quand vous vous connaissez, et comment ça s'est... C'est très intime comme question. Là, en fait, on s'est rencontrés comme les écrivains se rencontrent, c'est-à-dire à ce genre d'occasion, en fait. C'était à Berlin. On s'est rencontrés à Berlin pour une rencontre d'auteurs français, auteurs allemands. Et en fait, le seul intérêt vraiment que ça a eu, parce que les auteurs allemands étaient entre eux, les auteurs français étaient entre eux, personne ne s'est rencontré, c'était un fiasco total sur l'échange franco-allemand. Mais par contre, c'était vachement bien entre auteurs français. Nous, on s'est rencontrés tous, on s'est aperçu qu'on était comme ça, un petit groupe, on était, je crois qu'on était 7 ou 8. Et puis on s'est aperçu que finalement, on avait tous, grosso modo, une quarantaine d'années. Et on s'est rendu compte que finalement, on avait tous commencé à peu près à écrire, ou en tout cas à publier en même temps. Et voilà, qu'il y avait comme ça une espèce de petit truc générationnel qui se faisait. Et donc, du coup, les rapports humains ont été très, très simples et rapides. Et voilà, et puis on restait proches. On dit les écrivains très solitaires, très sauvages. Finalement, il y a quand même des liens qui arrivent à se tisser au fil de ces rencontres, ces festivals littéraires. C'est pas, justement, parce que comme c'est un travail où on est très solitaire, la première bonne raison d'accepter d'aller à ce genre de rencontre, c'est justement c'est de sortir de cet isolement, de voir des gens, de dire et toi comment ça se passe pour toi, etc. Oh bah moi, 14h, j'ai mal au dos, alors je prends un bain. Là, chacun raconte ses petits trucs, et puis c'est bien, mais c'est vrai que c'est les seuls moments où on se voit, ou sinon on se connaît par la presse, on connaît les livres les uns les autres, etc. Mais c'est les seuls moments où on peut
Donc ça c'est important. Ouais. Vous abordez justement le travail littéraire dans ces cas-là, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous avez rapidement parlé de vos textes, de vos œuvres, est-ce que vous avez confronté un peu ce que vous faisiez, est-ce que vous avez... Ça ne doit pas être évident aussi de partager ça. Moi, quand j'ai rencontré Laurent, j'avais déjà lu ses livres, que j'aimais beaucoup, et alors comme tout le monde, je pense, c'est toujours très difficile à dire. C'est toujours très difficile de dire à quelqu'un qu'on aime ce qu'il écrit. Enfin, moi, je suis très très mal à l'aise pour faire. Donc, je me souviens, c'était dans un escalier à Berlin, justement. Tu montais le descendais, je dis non, mais j'ai beaucoup aimé des hommes. Et j'ai juste pu dire ça comme ça. Et je me suis dit, il faut qu'il le sache quand même, que je l'ai lu et que j'aime. Mais en même temps, je suis incapable de. Voilà, je suis très mal à l'aise pour le dire. Et donc, j'étais très 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 contente de rencontrer Laurent. Et puis après, en plus, on est devenus très très bons camarades. Donc, lui, il habite à Toulouse, moi à Paris. Mais à chaque fois que l'un va dans l'endroit, le territoire de l'autre, on essaye de se croiser. Et c'est vrai ce que dit Laurent, le fait que c'est quand même le moyen, toutes ces rencontres-là, de rencontrer, de croiser des auteurs qu'on aime bien, qu'on a lus, et puis de voir qu'ils sont parfois moins impressionnants que ce qu'on imaginait. En tout cas, moi, j'ai tendance à être un peu... parfois impressionnée par la voix des autres, enfin de certains autres, pas tous, hein, évidemment. Et puis voilà, de pouvoir passer du temps avec eux et de m'amuser avec eux, c'est quand même... voilà, ça rend les choses plus simples, plus faciles, plus agréables et la vie d'écrivain plus douce. Non, puis en plus, c'est vrai que c'est au quotidien, puis... Enfin, moi je dis ça pour moi, je sais pas pour les autres, mais je crois que pour beaucoup, on se retrouve sur ça. L'écriture, elle est quand même née d'un sentiment souvent d'être un petit peu décalé dans la vie, mais depuis l'enfance, depuis tout le temps. Et comme ça, des fois, d'un seul coup, de se retrouver avec une dizaine de personnes qui vous ressemblent au fond, qui vous ressemblent pas forcément dans ce qu'ils écrivent, mais dans un rapport au monde, dans un rapport à une petite sensation d'être un peu décalé, on va dire. Et on n'a pas forcément après plus de choses à dire à d'autres écrivains qu'avec d'autres gens, mais ça crée, c'est vrai que ça crée quand même une sorte de proximité particulière. Je vous disais tout à l'heure, il y a un côté corporation, il y a toujours un truc qui fait que voilà, si on fait la même chose et on fait un truc un peu particulier et tout à coup on peut avoir envie d'en parler entre nous. On parle évidemment de plein d'autres choses, mais c'est agréable en fait quand même de passer ces moments ensemble. On va essayer de rentrer un peu davantage dans votre univers, dans ce que vous créez. Je crois que Constance, tu vas essayer de faire comprendre en quelques lignes un peu ce que fait Véronique. Votre univers, Véronique Ovaldé, ce sont des histoires de femmes fortes, de jeunes filles ou d'épouses ordinaires qui se réinventent un destin, qui trouvent le courage de quitter l'enfance, de quitter un pays, un homme. C'est une langue qui est souple, qui est pleine de surprises. Des décors qui sont à la fois enchantés et poisseux. On rencontre de très belles héroïnes dans vos livres. Les hommes ne sont pas absents, hein. Il y a des très beaux personnages, notamment dans votre dernier livre, mais ces destins de femmes et ce regard sur cette féminité qui est à la fois poétique, batailleuse, est-ce que pour vous c'est une matière inépuisable? Est-ce que c'est vraiment un fil et une matière dont vous arrivez toujours à extraire quelque chose? Alors, je ne sais pas exactement si c'est inépuisable. Ça, c'est l'une des grosses inquiétudes, je pense, quand on est écrivain. Est-ce que ça va s'épuiser? Mais en tout cas, j'écris de là où je suis. Donc, j'ai écrit beaucoup de romans qui étaient des romans écrits... Au début, j'écrivais des romans à la première personne, qui étaient des romans écrits par des petites filles ou des personnes assez jeunes, en fait, qui dérapaient. Et puis, j'ai écrit un roman qui était Mon cœur transparent, qui a marqué une fin de cycle pour moi, qui était écrit par vraiment, disons, c'était l'accompagnement d'un homme dans son deuil de la femme qu'il aimait et qui disparaît, et il se rend compte au moment de sa disparition qu'il ne la connaissait pas, finalement. Et donc, à partir de là, moi, c'était très important à ce moment-là d'accompagner un homme. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, finalement, je fais parler des petites filles, ou des petites jeunes filles, ou des petites jeunes femmes, des personnages assez féminins et qui dans leur féminité, disent quelque chose du monde, de leur relation à leur famille, de la relation aux hommes. Mais j'avais envie de raconter ce que ça pouvait être de l'autre côté. J'aurais jamais pu dire en prenant la parole d'un homme. C'était quelque chose qui était trop difficile. Je voulais pas, j'avais l'impression que c'était
C'était une fraude en quelque sorte. C'était compliqué pour moi de le faire à ce moment-là. Mais du coup, depuis... après Ils manquent transparent, j'ai écrit Ce que je sais de Vera Candida. Et Vera Candida raconte l'histoire de 4 générations de femmes. Et en écrivant l'histoire de 4 générations de femmes, très vite, qui avaient des problèmes avec les hommes quand même, enfin, je veux dire, qui subissaient des violences qui étaient faites par les hommes. Donc assez vite, je me suis retrouvée quand même dans un tiroir écriture féminine, écriture de femme. Ce que j'assume absolument, évidemment. Encore une fois, j'écris de là où je suis. Mais en quelque sorte, moi, il y a quelque chose qui me dérange un tout petit peu là-dedans, c'est que j'ai l'impression que c'est comme une sous-catégorie en fait de la fiction. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un truc un peu particulier. C'est que, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu particulier, donc en fait ça me gêne un tout petit peu, mais en même temps ça m'intéresse évidemment le sort des femmes particulièrement. Moi, je dirais parce que quand j'ai écrit Vera Candida, j'étais à un moment charnière pour moi, qui était le moment où je m'interrogeais sur mon statut de femme, de fille, de mère. Qui étais-je entre ma propre mère, entre mes propres filles? Qu'est-ce que j'avais à leur donner? Je viens d'un milieu très très modeste, ma mère était née avant la guerre, ça n'a rien à voir avec mes filles qui sont nées au XXIe siècle. Et donc ce que je pouvais donner à mes filles de ce que m'avait donné ma mère, il y avait plein de choses quand même que je voulais pas refiler. Et ce truc-là, ça a été en fait un point très important pour moi au moment de l'écriture de Vera Candida. Évidemment, moi je peux pas écrire quelque chose qui se passe au coin de ma rue, dans mon appartement, enfin je dirais au plus près de mon réel, de ma réalité. J'ai besoin de faire ce pas de côté. Vous voyez ce que je veux dire? De faire un pas de côté qui est donc soit dans un lieu très lointain, dans un lieu qui a l'air un tout petit peu imaginaire, ou même s'il a l'air très réel, en tout cas il n'est pas au plus près de ma réalité. J'ai besoin de faire ça pour raconter ce que j'ai à dire sur cette façon de vivre quand on est une femme, de subir quand même certaines choses qui sont liées à la domination masculine qui quand même existe dans nos contrées et qui existe fortement dans ce texte que j'ai placé en Amérique latine. Voilà, c'était des choses qui m'importaient beaucoup à ce moment-là, qui étaient liées à mon propre trajet. Et puis après, je pense que j'aurais d'autres choses à dire. Je m'interroge d'ailleurs sur ce que là où je vais aller maintenant. Parce que les hommes ne sont pas complètement absents non plus. Vous dites que ce ne sont pas des princes charmants, mais il y a la possibilité du chevalier, quoi, de celui qui rentre dans la bataille. Il y a souvent des personnages masculins. Parce qu'en fait, on m'a souvent dit, mais vous avez des personnages masculins assez durs, pas très... Enfin voilà, vous égratignez beaucoup les hommes. Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'égratigne les pères, c'est vrai, pas mal. J'ai remarqué, au fur et à mesure, j'ai quand même écrit 7 des romans, donc je me rends compte, vu d'ici, que j'égratine pas mal les pères. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a tout un tas d'hommes qui sont très fréquentables, je pense. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans Vera Candida, finalement, le personnage que je préfère, c'est Ichaga, c'est donc un homme, et le personnage que je préfère, moi j'ai toujours un personnage comme ça avec lequel je me sens le mieux. Et dans Des vies d'oiseaux, c'est Taïbo, c'est un homme aussi. Donc finalement, voilà, il y en a certains, j'aime bien. C'est bizarre, hein? Ouais, en fait, non, moi c'est souvent avec les femmes que je me sens le mieux, en fait, dans le personnage. Voilà. Non, c'est... Alors, tu vois, par exemple, justement, par rapport à ce que tu disais sur la question de je sais pas, par exemple, voilà, ça c'était pas prévu au programme, mais bon, c'est pas grave. Sur la question d'écrire de la voix de l'autre sexe. Pour moi, souvent, j'ai l'impression justement faire le pas de côté avec ça, ouais. Et je me sens souvent plus à l'aise avec les voix de femmes qu'avec les voix d'hommes. Et non pas, comme des fois on va me dire, ah, vous comprenez bien les femmes, mais non. C'est juste que justement, plus je me sens à distance, plus c'est facile de moins me protéger et d'être plus sincère, en fait, de dire, tiens, par exemple, la jalousie, ce serait quoi? Du coup, je peux dire vraiment tout ce que je pense. Je peux essayer de laisser travailler l'imaginaire beaucoup plus que si c'est un homme où là, je sens que ma propre personnalité va quand même... J'aurais plus de mal à m'en séparer, en fait. Et du coup, ça m'aide. Alors après, bon, ça dépend des livres, mais ça peut arriver que le problème des personnages féminins, c'est
moi j'ai tendance à tomber amoureux donc, assez facilement. Donc, quand vous passez beaucoup de temps sur un livre, par exemple dans La Foule, j'ai 4 ans, il y a le personnage féminin, à un moment c'était, voilà, ça devenait autre chose que cette complicité, mais c'est quelque chose que j'aime aussi là-dedans, quoi. Alors je sais pas si vous faites pas des romans d'hommes contre des romans de femmes, mais en tout cas, Laurent Mauvigné, pour qualifier rapidement votre travail, vous faites des romans de voix. C'est votre truc depuis le début, ces monologues intérieurs qui s'enchevêtrent, qui se croisent, des voix qui nous habitent, qui nous hantent, et que vous mettez en scène, chaque personnage faisant entendre un peu son timbre, sa vérité. Vous dites que le tempo de la phrase, de la voix, c'est décisif, c'est en trouvant ce rythme, cette pulsation que vous avez compris que vous étiez écrivain, en tout cas que vous pouviez porter un projet présentable à un éditeur. Est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, cette histoire de souffle, de voix, de rythme, pour vous c'était plus important que d'avoir un bon personnage ou une bonne histoire, il y avait quelque chose qui se jouait là au cœur même de la phrase. Je veux bien que vous nous en disiez un peu plus et puis que vous nous lisiez un extrait aussi juste après pour qu'on s'en rende compte. En fait, moi j'ai un vieux compte à régler avec l'écriture depuis l'enfance, donc on va en parler après. Mais voilà, donc je cherchais, machin, tout ça, je suis revenu, hésiter. Bon. Et puis sauf qu'il y a un moment, voilà, quand vous avez 30 ans, vous êtes au chômage, et à un moment, il faut peut-être se mettre un petit peu, mettre les comptes à jour, quoi, un petit peu. Donc voilà, vous vous lancez dans cette histoire d'écriture en vous disant j'y vais et puis on verra. Et j'essayais plein de formes, j'essayais plein de choses. Alors justement, j'essayais de construire des personnages, des vrais romans bien construits, tout ça, etc. Et je lisais ça, ou je faisais lire autour de moi, mais tout le monde était consterné, quoi. Et moi, le premier ou le deuxième, des fois, je disais non, c'est pas mal, s'il vous plaît, c'est pas mal quand même. Et en fait, non, c'était vraiment nul, quoi. Et c'était complètement désespérant, quoi. C'était complètement désespérant. Et puis un jour, ça a fini de me désespérer. Un matin, je me suis levé, je me suis dit, mais je m'en fous. De toute façon, je suis pas écrivain. C'est super, je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir faire d'autres trucs, ça va être formidable. Je vais aller à la pêche aujourd'hui, ça va être très bien. Et puis du coup, j'ai ouvert mon ordinateur pour fêter ça, quoi. Et j'ai commencé les premières pages de ce qui est devenu mon premier roman, Loin d'eux. Et c'est passé par le monologue. Et je me suis dit, en fait, quand on se débarrasse de son envie d'être écrivain, d'un seul coup, ça peut commencer à écrire, quoi. Et c'est trouvé que, voilà, il y a eu 3 pages comme ça, c'était par cette forme du monologue, et j'ai pas eu l'impression de jouer l'écrivain, j'ai eu l'impression que ça écrivait, et que les personnages, un peu comme en photo, vous voyez, quand ils se révèlent comme ça, j'ai eu l'impression comme ça que les personnages, ils allaient venir pendant le long du récit, que j'avais pas à aller chercher de l'extérieur, mais qu'ils allaient venir de l'intérieur. Et en fait, voilà, cette opération magique, là, franchement, voilà, moi, il s'est passé ça à ce moment-là. Et puis ça passait par une forme d'oralité, ou en tout cas, il y avait pas une sorte de rythme que vous avez trouvé. Ouais, mais en fait, finalement, qui est lié à ce qui m'a plu dans ce que j'ai aimé lire, au fond, quoi, qui était l'oralité, mais j'aime pas je dirais plutôt de vocalité que d'oralité, parce que l'oralité, si le type va parler je t'ai dit, non, j'écris pas comme ça, quoi. Il y a quand même l'oralité, je transcris pas l'oralité, par exemple. J'essaie à chaque fois de trouver des équivalents d'une oralité, mais qui est une oralité complètement fantasmée, parce que c'est quand même, j'espère, un niveau de, peut-être pas de langue, parce que le langage est très simple, mais en tout cas d'écriture, qui fait qu'on n'est pas dans un simple mimétisme de dire bon voilà. Pour une question de vocalité, ouais, mais qui vient qu'on trouve chez Céline, chez plein de gens, quoi. Thomas Bernard aussi. Thomas Bernard. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, on devait choisir un extrait tout à l'heure. J'ai dit, je verrai tout à l'heure. Moi, comme je suis sérieuse, j'ai déjà choisi l'extrait. Voilà. Je n'ai pas pensé. Non. Alors, si ça fait 2 pages, c'est possible. C'est parfait. Parce qu'en fait, j'ai un problème. Justement, à cause de cette question de la vocalité et du rythme, j'ai beaucoup de mal avec des passages courts parce que j'ai l'impression que ça tombe pas. Quoi, vous voyez, ça.
Et en plus, non, ça va. J'ai laissé le moteur tourner au ralenti pour avoir un peu de chauffage. Puis j'ai coupé le moteur. Et je me souviens, devant moi, la petite route goudronnée qui continuait tout droit, et rien devant, rien, et rien non plus que cette remontée en moi et cette envie de ce débordement. Les mains trop fragiles de Mireille, elle qui n'avait pas la moindre idée de ce que ce serait de gagner sa vie en faisant des ménages ou de la couture, elle qui n'avait pas la moindre idée de ce que ce serait de se retrouver avec Bernard, là-haut, qui n'aurait pas son garage, jamais, et qui travaillerait chez Renault, à la chaîne, comme tout le monde, à l'usine, et les cadences, les horaires, le métro, cette vie dont elle n'avait pas idée et où ni la jeunesse, ni l'Olympia, ni Beko, ni les bords de Seine, ou alors parfois, le dimanche matin, de temps en temps, ne l'atteindrait jamais que comme un grand manque, un rêve avorté et dont elle porterait le deuil, comme elle le dirait sans doute à ses parents dans de longues lettres de regrets et d'excuses que le père n'ouvrirait jamais. Et elle en voudrait à Bernard, elle en ferait son coupable, puisqu'il en faudra un. Je m'en suis douté dès le début, dès que je l'avais vu attendre tout de lui, et trop de tout, attendre tout, alors qu'elle ne comprenait pas que plus jamais la vie ne serait facile pour elle, comme elle n'a pas compris le jour où elle avait vu son père prendre les armes et se poster à sa fenêtre pour tirer sur les premiers qui approcheraient. Elle a vu ça, elle a vu un monde frémir et tomber qu'elle croyait éternel et fort et qu'elle a vu sombrer dans le printemps. Elle a vu des hommes poussant des voitures, la Dauphine, la Ronde, comme ça, à plusieurs, des voisins qui aident pour pousser la voiture qu'ils ont mis des années à payer et qu'elle tombe par-dessus le parapluie dans un bruit de ferraille, comme du papier bonbon qu'on froisse et qu'on jette, et on ne laissera rien à personne, c'était sur tous les visages, on ne leur laissera rien, et elle a vu des femmes et des petites filles et des garçons qui pleuraient et croyaient qu'ils allaient mourir ici, abandonnés, seuls, et autour d'eux il y avait des hommes, des voisins, des oncles, c'étaient les hommes, et eux ils ne voulaient rien laisser, à coups de hache ils débitaient les meubles, les vieux meubles de famille, on les jetait par les fenêtres, et des appartements, on sentait l'odeur du feu, on brûlait les meubles dans les cours, dans les jardins, on cassait la vaisselle, tout, rien ne restera que des mines défaites et des visages hagards sur les bords des routes, sur les quais, à l'aéroport, et tout à coup des rues entières où des camionnettes chargées jusqu'à en dégueuler, des hommes debout sur les cale-pieds pour maintenir des chaises, des tables, cigarettes au bec, des employés, des visages qu'on a vus tous les jours pendant des années, et maintenant ils allaient partir et disparaître et se dire qu'ils ne reviendraient jamais ici et qu'en France on les verrait venir, les colons, ceux qui se dépêchaient de revendre une misère avant de partir, des commerces qu'ils abandonnaient la rage au ventre, la mort dans l'âme, toute leur vie et les corps des ancêtres moisissant dans des cimetières qu'on ne verrait jamais plus et que les herbes vont ravager. Et cette liesse encore, je m'en souviens, et des tireurs isolés aussi, là-haut, dans les immeubles, ou au-dessus, des gars qui tiraient, qui croyaient pouvoir se mettre tout le monde à dos et continuer comme ça alors que c'était fini. Et à la fin, c'était des tirs qui venaient des beaux quartiers, c'était des tirs qu'on n'entendait pas sous les youyous, et les femmes et les enfants dans la rue, et les drapeaux soudains qu'on a vus dresser comme venant de nulle part, ce drapeau algérien dont Mireille ne savait même pas qu'il existait, et qu'elle aura vu à un moment où elle s'est retrouvée toute seule dans la rue. Je le sais, je l'ai vue après, sur le quai, elle était sur le quai. Et là-bas, nous, on regardait les bateaux. Et les gens, il fallait les guider, aider. Ces gens qui pleuraient, les gens qui avançaient, droit devant, sans se retourner. Les gens qui se battaient pour un rien entre eux. Et que nous, les militaires, on devait séparer parce que l'un avait à peine bousculé l'autre. Et tout de suite, on était prêts à s'entretuer. Les femmes et les enfants dans les bras, les enfants et les poupées dans les bras. Et les poupées au regard vide, bleu ciel, du bleu du ciel, le ciel livide. Et par chance, la mer était douce et les bateaux qui partaient et qu'on voyait laissant dans leurs sillons un remugle d'écume et des nuques obstinées à ne pas se retourner sur ce qu'elles laissaient, et droit devant, regardons ce que nous serons, tout ce que nous serons. C'est comme ça qu'ils en sortaient, sans comprendre, les valises dans les bras et d'autres qui retardaient le moment, d'autres qui riaient. J'en ai vu qui riaient et faisaient de grands gestes pour saluer, en fumant, en faisant les pitres, pour chasser la peur du lendemain comme une blague de collégien. Et aussi, c'est qu'il faudra bien l'avouer, le dire, le visage des autres, ceux dont on voudrait ne pas parler. Comme j'ai vu ce lieutenant fondant en larmes parce qu'il ne pouvait pas leur répondre, leur dire qu'on les laisserait, qu'on les abandonnerait. Ils ne l'auraient pas cru, aucun d'eux n'aurait cru. On leur avait promis, l'armée, la France, tout le monde avait promis, et personne n'a tenu la promesse, et moi je me souviens, et d'autres se souviennent. Et tous, on se souvient des harkis qu'on nous a obligés à faire redescendre des camions qui partaient, et aussi les coups de crosse pour qu'ils ne montent pas dans les camions, leurs cris, la stupeur, l'incrédulité sur les visages. Ils n'y croyaient pas, on n'y croyait pas non plus. Et pourtant, on le faisait. Les coups de crosse sur les mains pour qu'ils ne montent pas, qu'on les laisse crier, hurler, pleurer, et on les a laissés parce qu'on les a abandonnés et trahis, et on savait ce qui allait arriver, leur arriver,
par milliers, et y dire comme les autres, y dire parmi les autres, son visage qui s'efface dans la mort des autres, de tous les autres. Je sais très bien parce que moi je l'ai vu, ça. J'ai vu aussi comment par centaines on les a obligés à boire de l'essence et comment on a mis le feu, et les corps qui ont brûlé comme ça. Dire est mort, et moi je n'ai rien fait que de regarder en me demandant ce que je voyais, et si je voyais, et si j'entendais des hommes qu'on a trahis, et le drapeau algérien, et les youyous, et les fous furieux de l'OAS qui traînaient dans les rues pour abattre tous les Européens qui voulaient partir. Et sur les murs, l'OAS, partout l'OAS, les attentats encore, jusqu'au bout, des vitres qui s'effondrent, des corps qui tombent dans la nuit, et des chiens qui traversent les trottoirs pour un morceau de viande dans une poubelle, la poubelle qui tombe, et nous autres, encore là pour quelques semaines, on attendait que ça finisse, de repartir, de quitter l'Algérie, de dire c'est fini. Merci. Je précise que c'est un extrait de votre livre Des hommes, qui est un texte vraiment remarquable sur les stigmates de la guerre d'Algérie. Et que c'était assez rare dans la littérature française, quand beaucoup de textes sont encore en train d'exhumer la guerre 14 ou la guerre 39-45. Vous êtes chargé de combler un peu les non-dits de cette partie de l'histoire plus récente. Et voilà, c'est très beau. Mais il y a plein de gens qui font sur la guerre d'Algérie. Vous avez lancé un mouvement, mais c'est bien. Sur ce travail de la phrase, Véronique Ovaldé, moi je serais contente de vous entendre lire parce que vous dites que vous avez besoin de mettre vos textes en bouche, vous avez un travail qui va chercher aussi ce rythme-là, quelque chose qui sonne, de marteler parfois la phrase, mais aussi de faire un peu grincer la mécanique. Et quand on lit vos textes, il y a des périodes plus calmes avec des moments de pause, il y a des moments des apartés, des parenthèses qui viennent casser la phrase. Voilà, ce travail-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand vous écrivez? Et puis on ira chercher donc, dans Des vies d'oiseaux, votre dernier roman, un extrait ensuite. Alors, en fait, quand j'écris, moi je marmonne pas mal. Donc ça signifie que la phrase, elle a mon souffle, donc elle a ma respiration. Comme ça je la connais, je l'ai avec mon propre souffle, je l'ai dans la poitrine, mais je l'ai aussi dans l'oreille, donc ça m'aide beaucoup. Et puis il s'avère que, mais ça a beaucoup changé en fait sur mes 7 romans. Je pense que les premiers romans, il n'y avait pas tellement de parenthèses. La parenthèse a gagné ma phrase peu à peu, comme une espèce de... Je disais tout à l'heure, une espèce de pas de côté. C'est vraiment ça, c'est une façon de regarder la scène d'une manière un peu différente, parfois avec humour, parfois... c'est souvent d'ailleurs une façon de regarder la scène avec dérision. Donc la parenthèse a contaminé ma phrase, mais avant, les phrases étaient beaucoup plus longues et beaucoup plus sèches, beaucoup plus dures. Et je voulais lire un petit passage en fait, d'un ancien roman à moi qui s'appelait Les hommes en général me plaisent beaucoup, et qui est un roman assez violent, assez dur, parce que je trouvais que ça pouvait avoir un lien avec ce que faisait Laurent. Il s'avère qu'il n'est pas à la bibliothèque, il a été emprunté. Donc nous allons, ce qui est bien. Et donc j'ai choisi un petit passage en fait des Vies d'oiseaux plutôt. Mais du coup moi ça tient vraiment à quelque chose que j'ai dans l'oreille, mais qui est aussi quelque chose qui n'est jamais tout à fait le même rythme. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, je peux passer de quelque chose de très de plus sec, de plus rythmé, comme dans Des vies d'oiseaux, il y a une scène qui est une scène de chasse, au bison. Donc une partie de chasse, et cette partie de chasse se joue entre un père et un fils. Le fils, il a 14 ans, c'est pour son anniversaire que son père lui offre cette partie de chasse, mais ce n'est pas du tout une scène de complicité entre un père et un fils, c'est une scène très violente, très dure entre le père et le fils. Le fils se rend compte au fur et à mesure de cette journée passée avec son père que son père joue la vie de son fils pendant cette partie de chasse. Et donc la scène, elle est dure en elle-même, et du coup, les phrases n'ont absolument rien à voir avec ce que j'écris par ailleurs, qui est en effet beaucoup plus sinueux. Donc la langue sinueuse, elle correspond parfois à un regard d'un personnage qui... donc moi, j'ai pas pris la parole, ça fait longtemps que je n'ai pas pris la parole dans un roman, je n'ai pas pris la parole de quelqu'un, je ne dis pas je dans mes romans, les derniers romans que j'ai écrits, mais au fond, tout passe par le regard de ces personnages-là, et donc c'est pour ça que la langue change beaucoup au fur et à mesure
du roman et de l'avancée du roman et de la personne que j'accompagne. J'ai l'impression d'accompagner quelqu'un pendant un temps et de regarder le monde à travers ses yeux. Voilà ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous avez compris. Alors, c'est un passage très court qui raconte en 2 mots, qui dit en 2 mots et en une phrase. Non, mais ça va. C'est gentil. C'est une mère qui s'appelle Vida qui voit sa fille, Paloma, tomber amoureuse d'un garçon, Adolfo. Voilà, ça se passe devant ses yeux, là, dans l'entrée de sa maison. Elle a fait venir ce garçon chez elle. Il est jardinier et puis elle a sans doute provoqué aussi en quelque sorte cette rencontre entre sa fille, qui a, je ne sais pas quel âge, 18-19 ans, et puis ce garçon. Vida les a réellement vus tomber amoureux l'un de l'autre. Ça s'est passé sous ses yeux, dans l'entrée de la villa, et c'était la chose la plus surprenante et naturelle du monde. Ils se sont retrouvés face à face. Adolfo venait d'arriver, et Paloma descendait de sa chambre pour voir qui avait sonné. Elle portait l'un de ces minuscules shorts rouges que les filles à longues jambes portent. Quelle chance, n'est-ce pas, d'avoir enfilé ce minuscule short rouge, ce jour-là en particulier. Et quand Paloma est tombée amoureuse de ce garçon, Vida a senti que le tissu qui les liait, encore toutes les deux, un tissu qui les enveloppait peut-être comme un lange, un double lange, eh bien elle a su que ce tissu se déchirait. Il avait commencé à se déchirer quand Paloma avait 8 ans, et il avait continué à le faire quand sa chère amie Chili avait succombé à son cancer. Et là, il se déchirait totalement, dans un bruit d'os qu'on brise, et Vida ne pouvait rien y faire. Elle voyait ce beau garçon énigmatique, ce beau garçon qui avait l'air si attirant et dangereux, mais n'importe quel garçon n'aurait-il pas eu l'air dangereux pour une mère? Elle le voyait tendre ses filins pour prendre sa fille, et elle voyait Paloma le regarder de ses grands yeux de clairière. Elle était si belle, si lumineuse, autant qu'il paraissait sombre, et Vida s'est demandé « Mais d'où vient-il? D'où vient ce drôle de garçon ?» Alors que ce n'était pas du tout la bonne question. La bonne question était « Mais où va-t-il emmener ma fille ?» Voilà, c'était cool. Merci. Alors, je vais vous proposer un petit détour biographique, parler un peu d'enfance. Ce qui nous a frappé quand on a préparé ce débat avec Constance, c'était un peu la proximité de vos parcours. Vous vous mettez à écrire assez tôt, visiblement, je ne sais pas si c'était vers 7, 8 ans, 10 ans, dans un milieu que vous dites modeste, ouvrier, où les livres n'étaient pas forcément les bienvenus, où il y avait même peut-être une forme de défiance par rapport à la littérature, à son pouvoir d'affranchissement, d'émancipation. Je voulais savoir si pour vous ça avait été un moteur. Première question. Je voudrais après, poursuivre tout de suite. Vous avez après, dans vos études, vous n'êtes pas forcément orienté vers des études de littérature ou de philosophie. Laurent, tu as fait les Beaux-Arts. Véronique, tu as fait l'école Estienne qui concerne les métiers du livre. Elle travaille autour de l'objet livre. Voilà, comme s'il fallait passer par une forme d'artisanat avant de se sentir autorisé à écrire pour de vrai, pour de bon, à publier, comme s'il fallait un certain temps avant de se sentir légitime. Alors je voulais avoir un peu votre sentiment, parce qu'il me semble avoir lu quand même quelques interviews où vous disiez ensuite, même après la publication, que ce sentiment de légitimité d'écrivain était une notion compliquée. Comme vous voulez. D'accord, je commence. Oui, chez moi, il n'y avait pas de livre. Ça, c'est une première chose. Mais moi, j'avais décidé d'être écrivain, je pense 6 ans. J'ai écrit la liste des livres que j'écrirais quand je serais grande. Les titres, j'ai fait la liste, je l'ai retrouvée. Ouais, j'ai retrouvé. Petit Jean va à la campagne, Petit Jean va à la piscine. Non, je te jure, c'était ça. Ouais, moi, j'avais 6 ans. Et ma mère a tout gardé, hein. C'est les gens qui gardent tout. Et donc, mais ce qui est drôle, c'est que moi, parce que l'âge d'ici, j'aurais du mal à me souvenir ce que je voulais faire à 6 ans. Et en fait, c'est amusant de se dire qu'à 6 ans, on est déjà obsédé par ça, sachant que vous êtes dans un endroit, dans un milieu où on ne lit pas, où il n'y a pas de livres, et où en plus, en effet, il y a une certaine défiance par rapport aux livres. Hein, voilà, chez moi, c'était quand même un peu inquiétant. Les livres. Mais du coup, qu'est-ce que c'est excitant, évidemment, de transgresser cette loi.
Alors, moi j'ai beaucoup lu quand j'étais gamine à la bibliothèque. J'ai beaucoup écrit, j'écrivais beaucoup, des histoires dans tous les sens, des poèmes, j'écrivais tout le temps. Et c'était sans doute parce que je faisais partie de ces petites personnes, ces enfants, il y en a certains d'entre vous, je pense, qui ont été ce genre d'enfants ou qui en connaissent, et des enfants très habités par tout un tas de personnages, un imaginaire un peu encombrant, qui parfois du coup est un peu gênant dans la réalité. Et du coup, voilà, moi j'ai toujours écrit, j'ai toujours été convaincue que je serais, en tout cas pas convaincue, mais sûre que c'était ça que je voulais faire. Je voulais publier mes livres. Et comme je venais de cet endroit où, alors c'est quoi cet endroit? C'est en Seine-Saint-Denis, c'est un pavillon sinistre où avec un père qui est peintre en bâtiment et qui veut pas entendre parler des livres, qui a des idées, on va dire, assez extrémistes, et une mère qui vit dans la domination de cet homme. Donc bon, voilà, donc c'est pas super rigolo. Et moi, parallèlement à ça, je décide d'être écrivain. Ça me paraissait un monde à l'autre bout de la Terre. Donc, je décide de rentrer dans l'édition. Je me dis, comme ça, si je suis dans le château fort, ce sera plus facile de faire publier mes livres. J'étais organisée comme fille. Donc, je passe mon bac dans un magnifique lycée du coin. Et là, je suis un peu perplexe. Je ne peux pas faire d'études de lettres pour des raisons aussi qui sont des raisons financières. Après, ça devenait compliqué, faire des études de lettres et tout. Bon, voilà, il fallait que très vite, je gagne ma vie. Donc, je décide de faire un BTS à l'école Estienne. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Il y avait juste écrit BTS édition. Donc, j'ai passé l'examen d'entrée et que j'ai passé brillamment. Et donc, je suis rentrée après mon bac à l'école Estienne, mais je ne savais absolument pas ce que j'allais y faire. Je me souviens du premier jour où je suis rentrée dans cette école, qui est une magnifique école par ailleurs. Je rentre dans cette école et on nous fait visiter les sous-sols, où c'était les salles des machines. Il n'y avait que des presses à imprimer. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc, parce que moi, j'imaginais un truc genre vaguement secrétaire d'édition, assistant. Enfin, j'imaginais que j'allais être avec des manuscrits toute la journée. Et en fait, c'était pas du tout ça. Le métier qu'on apprenait là, c'était être fabricant. Donc, à être la personne qui est en relation entre l'éditeur et l'imprimeur. Donc, un métier ultra technique. Enfin, j'aurais dû le deviner, un BTS, il y avait T dedans, technique. Mais, voilà. Donc, je me dis, bon, j'y suis, j'y reste. Donc, j'ai passé 2 ans là, et au bout des 2 ans, j'ai eu mon BTS, tout aussi brillamment. Et je suis rentrée dans l'édition. Donc, par cette porte, cette toute petite porte-là, qui était la porte des services de production des maisons d'édition. Et puis, mais j'avais pas perdu de vue qu'en fait mon truc à moi c'était quand même d'écrire des livres. Donc je continuais à écrire, j'avais publié un tout petit texte dans une mini maison, je faisais des petites choses comme ça, mais enfin vraiment une toute petite maison, hein, vous savez les maisons qui donc laissent en dépôt les textes chez les libraires. Et puis je me suis dit mais je suis au Seuil, je travaille au Seuil, il faudrait que je publie, j'essaie de présenter mon texte au Seuil. Donc voilà, donc je l'ai envoyé moi au Seuil. À quelqu'un que j'avais croisé dans l'un des bureaux. En fait, c'est assez marrant, ces maisons d'édition, ça existe quasiment plus, ces maisons d'édition, là, parce que c'était il y a longtemps quand même. C'était des maisons qui étaient dans le 6e arrondissement à Paris et qui avaient grandi au bout d'un moment. Donc, il y avait une adresse historique, donc au Seuil, c'était au 27 rue Jacob, qui était la maison qu'on voit sur les livres du Seuil. On voit une vieille petite maison, là, avec un arbre devant, c'était avec la grille, c'était cette maison-là. C'était le 27 rue Jacob, mais sauf que cette maison d'édition avait grandi pendant des décennies où elle avait vécu dans le 6e arrondissement, et donc elle avait essaimé plein d'adresses dans le quartier. Donc moi je travaillais rue de Seine, ça n'avait rien à voir, donc la service de production était rue de Seine, et ça n'avait rien à voir avec les gens, c'était presque l'autre rive du monde, les littéraires quoi, de la rue Jacob. Donc je me retrouvais encore un peu coincée dans mon truc là d'être quand même dans tout à fait le bon milieu. Donc j'arrive quand même à montrer mon texte et il plaît à un éditeur du Seuil qui le publie. Mais après ça a été compliqué parce que j'avais prendre cette légitimité, c'était pas si simple parce qu'au fond je venais d'un endroit et la violence sociale finalement l'endroit d'où vous venez c'est quand même terrible comme entrave. Et donc prendre la légitimité d'être écrivain parmi les écrivains, c'était pas simple. Mais en plus de ça, le fait que j'avais un métier technique faisait que j'avais pas de crédibilité par rapport aux gens de la maison. Donc très vite, j'ai compris qu'il ne fallait jamais publier dans la maison où on travaillait parce que c'était un peu compliqué. Et donc voilà, et depuis j'ai changé 15 fois de maison d'édition.
Et j'ai compris qu'il valait mieux faire comme ça. Mais maintenant, je suis éditrice. Voilà, j'ai changé, je ne suis plus fabricante, comme quoi c'est possible. Mais c'est un peu particulier, c'est un schéma qui est peu courant finalement dans l'édition, que ça soit d'ailleurs dans le métier d'éditeur, parce qu'en général les éditeurs ont fait des études de lettres, voilà. Et puis que ce soit chez les écrivains, où il y en a quand même pas, j'imagine pas tant que ça, il y en a quand même quelques-uns. Mais en tout cas, c'est pas simple de venir de là. Pour moi, pendant très longtemps, j'avais un problème en effet d'être au bon endroit et de me dire c'est dingue où je suis. On en parlait tout à l'heure. Je disais la joie, moi quand même, que c'était d'être entourée d'écrivains, de gens qui aiment lire, de bibliothécaires. On parlait de bibliothécaires tout à l'heure. Justement, moi je me disais c'est quand même tellement bien parce que là où j'étais, il n'y en avait pas. Et donc ça reste il y a quelque chose quand même qui me répète tout le temps, une petite voix qui me dit mais tu as de la chance, quoi. Tu as réussi à faire ce que tu voulais et c'est pas rien. Décider à 6 ans d'être quelque chose et puis de le faire à 39 ans, c'est pas si mal. Je suis assez contente d'avoir réussi à faire ça. Maintenant, il va falloir rester à cet endroit-là. Ça va être plus compliqué, mais en tout cas, parfois quand je me retourne et que je retourne justement à cet endroit d'où je viens, c'est pas si simple parce que mon père ne lit pas mes livres, parce que mon père sait lire mais ne sait pas écrire, donc c'est quand même pas rien de venir de là. Donc c'est un trajet un peu particulier.